Je feuillette à marche forcée de Sławomir Rawicz, le livre que je connais par cœur et auquel je dois de me trouver ici, allongé sur la couchette du haut parmi les effluves de poulet dans un train russe lancé vers l'est à travers la grande forêt sibérienne. J'ai découvert à marche forcée dans une édition de poche des années 60. J'avais 15 ans et je vécus avec ce récit la première de ces nuits, par la suite sacrifiée tout entière à la lecture de Céline, Lawrence, London, Hamsung et des romanciers russes. Rawicz est un officier polonais de 24 ans qui fut arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale par le NKVD et déporté en train à pied jusqu'à un camp de prisonniers situé à 300 km au-dessus du cercle polaire arctique sibérien dans la taïga de Yakoutie. Travaux forcés, hiver de glace, vide sous homme, le goulag. Rawicz doit purger une peine de 20 ans. Sa faute ? Être polonais. Son seul espoir ? La mort ou la fuite. 6 mois après son incarcération en avril 1941, il s'évade dans la taïga en plein hiver avec une escouade de 6 camarades. 2 Polonais, un Letton, un Lituanien, un Yougoslave et un Américain. Ils ont en commun 2 choses. La première est d'avoir fait naufrage sur le récif de la Terreur rouge, inauguré par la Grande Révolution d'octobre et prolongé par les purges de Staline. La seconde est d'avoir refusé, au risque de la vie même, le destin d'esclave qui leur était promis. Ils n'ont d'autre choix que de mettre cap au sud, vers les Indes. Ils n'ont pas de vivres, pas de cartes, pas d'équipement, ni d'armes. Comme ils se représentent très mal la géographie de la Haute-Asie, ils pensent atteindre la mer du Bengale en quelques semaines, sans entrevoir que des milliers de kilomètres les en séparent. Hantés par la reconquête de la liberté que les liquidateurs de Moscou leur ont volée, ils avancent en bêtes traquées, sans repos, 1 année durant, en ne se fiant qu'à la direction cardinale australe induite par le soleil. Ils traversent à marche forcée les taïgas de Sibérie, de Baïkali et de Bouriatie, les steppes de la Mongolie, les déserts de Gobi et du Tsaïdam, les plateaux du Tibet, la chaîne himalayenne et les jungles du Sikkim. Ils progressent en coupant les grandes bandes bioclimatiques latitudinales qui font de la Haute-Asie l'un des espaces les plus hostiles et les plus sauvagement splendides de la planète. Ils tracent pas à pas un sublime itinéraire, une œuvre d'art géographique dont le transept balafre l'Eurasie du septentrion aux parallèles méridionaux à la façon d'un coup de sabre. 4 d'entre eux meurent en route. Les autres, rendus à l'état de demi-cadavres par les souffrances endurées, arrivent au bout de leur cauchemar 1 an après leur évasion et sont recueillis par l'armée britannique des Indes. Rawicz publiera son récit en 1956, en Europe de l'Ouest, et, ultime épreuve, aura à essuyer la suspicion d'un certain nombre de voyageurs et des géographes qui, pour pareille évasion, ne peut relever que de la fable. Le drame des hommes à l'existence romanesque est qu'on les tient pour des affabulateurs quand ils racontent leur vie. Peter Fleming en tête décortique les chapitres du livre et y note des anomalies, des oublis, des erreurs de description de lieux, des approximations ethnographiques, des exagérations où Rawicz prétend avoir survécu 10 jours sans boire, des scènes délirantes. L'épopée est jugée trop rocambolesque, l'exploit trop inhumain, le récit trop vague pour être vrai. Et Fleming assène sa conclusion dans la presse. À mon plus grand regret, je suis forcé de déduire que l'ensemble de cet excellent livre est purement fictif. L'auteur n'a pas fait le voyage du tout. Rawicz serait donc un imposteur. Faux évadé qui ne se serait échappé que de son imagination. Il ne resterait aux lecteurs abusés qu'à ranger à marche forcée dans leur bibliothèque entre Marco Polo, Wells, Swift, Verne, Munchausen et Homer au rayon des voyages fantastiques ou des tartarinades. Rawicz répondra timidement aux attaques. Je voudrais rappeler à tous que nous étions des fugitifs affamés fuyant une terreur que seuls peuvent comprendre ceux qui ont subi le communisme dans leur chair. Je ne me souviens pas
quelle route ou quelle montagne nous avons traversé. Nous n'avons jamais su les noms de la plupart d'entre elles, et nous n'avions ni carte, ni connaissance préalable de la question. Le livre connaîtra malgré tout un succès d'édition, puis tombera dans l'oubli, sauf pour une poignée d'inconditionnels qui en attendaient la réédition avec une fébrilité religieuse. Ravitch, lui, s'emmurera dans le silence, à Londres, où il vit toujours.